J'ai tué ton père, tu sais. Il a fait des bruits marrants. Si tu fais des bruits marrants, tout pourrait se répéter. J'espère que nous ne t'avons pas fait attendre trop longtemps. Le 7e chapitre est déjà là, et il s'intitule Les meilleurs plans. Et cela inclut que les vérités commencent à éclore, mais beaucoup refusent de les accepter. La peur de l'inconnu règne dans le village, mais il vaut mieux un espoir fondé sur une folie que pas d'espoir du tout. Voad a décidé d'être sincère avec tout le monde dans le village. Il est temps qu'ils apportent leur contribution et l'aident dans sa mission, car sinon, une éternité les attend dans cet endroit, où les réincarnations, les sacrifices et les monstres souriants sont leur réalité. Le monde de From va être bouleversé. Tandis que le pire des méchants agit à sa guise, Sophia s'est révélée une experte en tromperie. Ces millénaires lui ont permis de manipuler les esprits faibles. Cependant, elle n'a pas pu lui ôter son humanité. C'est pourquoi cela vaut vraiment la peine de se battre. Mais avant de commencer, permets-moi de te voler quelques secondes pour remercier les membres de N-Minutos pour leur soutien. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Si tu veux faire partie de la famille et te débloquer du contenu exclusif qui se renouvelle chaque semaine, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Le 7e chapitre reprend là où nous nous sommes arrêtés. Mais cette fois, Randall tente d'ouvrir la porte mystérieuse découverte par Void. C'est l'endroit où, soi-disant, ils vont mettre en œuvre le plan définitif pour sortir de là. Apparemment, quelqu'un a scellé l'entrée de façon presque impénétrable. Pour l'instant, ils ne peuvent qu'accrocher une amulette dessus et attendre que Void élabore une stratégie solide en utilisant tout ce que Hyde a découvert jusqu'à présent. En haut, dans la salle commune, Void a passé un bon moment à chercher Henry. Il a besoin de lui parler immédiatement. Cependant, lorsqu'il apparaît enfin, il est complètement ivre. Rappelons-nous qu'il a fait la fête avec Sophia, et qu'elle lui a donné un peu de son sang sans qu'il s'en rende compte. Maintenant, Henry partage son sang avec l'homme en jaune, ce qui pourrait entraîner des conséquences intéressantes et dangereuses pour tous. Tabitha finit par se confier à ses enfants, et explique à Julie son passé dans ce lieu, évoquant ses différentes réincarnations ayant vécu la même chose. Cette expérience lui a permis de se rappeler comment blesser les poupées de chiffon. Elle leur avoue que, lors d'une de ses nombreuses vies antérieures dans cet endroit, elle était Miranda, la mère de Victor. C'est précisément ce que Void est en train de raconter à Henry à ce moment-là. Il refuse d'accepter que ce soit la réalité. En fait, il est profondément contrarié, et s'il n'était pas ivre, il aurait sûrement essayé de frapper Void. Mais Victor est plus disposé à écouter. Cet endroit recèle trop de secrets, et tout semble possible. Victor les avertit qu'il est à court de temps. Ils doivent trouver l'homme en jaune. S'il est revenu, cela signifie que la mort de tous approche. Ce qu'il a vécu est sur le point de se répéter, et cette fois, Ethan pourrait être le seul à rester en vie. Ce soir-là, une réunion a lieu dans la salle commune, où Judd est honnête avec tout le monde et leur révèle la vérité absolue. Même si cela paraît difficile à croire, l'essentiel est que Jade a vu, grâce aux champignons, quelque chose qu'elle n'aurait pas pu voir avant. L'existence de la porte derrière le mur de béton a une signification clé, et l'histoire des enfants sacrifiés est, jusqu'à présent, la théorie la plus solide qu'ils aient sur cet endroit. Pour Void, le message dans la grange représente bien plus qu'une simple menace. La connaissance a un prix. Si leur ennemi est prêt à les intimider, c'est parce qu'il craint réellement ce qu'ils ont récemment découvert sur les mystères qui entourent ce lieu. Pour la première fois depuis leur arrivée, ils pourraient enfin comprendre cet endroit et briser le cycle qui les retient. Henry surgit en pleine réunion et tente de persuader tous que Void est ce fou. Il dit que ses propos sur sa femme sont un blasphème et qu'ils ne doivent pas le croire. Cependant, le groupe se trouve face à un environnement inconnu. D'un côté, Void, qui a été leur guide depuis le début. De l'autre côté, Henry, un homme ivre qui s'est comporté de façon erratique ces 2 derniers jours. Il est facile de choisir de quel côté se ranger. Jade rejoint Henry et essaie de lui expliquer que sa femme a toujours eu raison. Sauver les enfants est la seule façon de ramener tout le monde à la maison. Mais Henry refuse de l'écouter, répétant qu'ils ne feront qu'ajouter de la douleur à des personnes déjà trop éprouvées, et qu'ils ne feront que répandre des mensonges. De son côté, Victor a décidé de quitter la maison coloniale pour aller directement voir Tabitha. Quelque chose en lui dit que c'est peut-être vrai, et qu'elle pourrait être sa mère, qui lui manque profondément. Cependant, il revient à Tabitha de lui faire comprendre que, même en partageant ses souvenirs, elle n'est plus celle qu'il doit retrouver. Elle possède ses souvenirs et certaines expériences, mais pas ce qui ferait d'elle sa mère biologique. Malgré ce que pensait Tabitha,
Victor lui explique qu'ils doivent régler l'affaire de l'homme en jaune, ce qui exige qu'ils fassent tous les deux quelque chose de terrifiant. Il lui demande donc si elle accepterait de l'accompagner. Pendant ce temps, Void rejoint Kenny et Jade au grenier pour discuter stratégie. Ils doivent d'abord réunir tous ceux qui sont allés dans les tunnels pour les aider à dessiner une carte précise. De plus, Void doit parler à Randall, car après avoir passé tant de nuits dans le bus, il connaît sûrement les schémas de déplacement de ces créatures, et si possible, il a un décompte du nombre réel qu'elles sont. Cependant, ce qui l'inquiète surtout, c'est qu'ils ont révélé une masse d'informations à des personnes souvent maladroites. S'ils mettent trop de temps à exécuter le plan, les autres pourraient commencer à suivre leurs propres théories et commettre une imprudence. C'est pourquoi ils doivent être précis et rapides avant que quelqu'un d'autre ne meure. Avec les garçons au travail, Void retrouve Acosta, qui comprend maintenant que la tâche assignée au sous-sol n'était pas seulement pour la garder occupée, mais parce qu'elle était la première à trouver des indices sur le plan. Void s'est déplacé pour lui demander quelles informations elle possède. Acosta ne croit pas à l'histoire de la réincarnation, mais Void lui assure qu'il a vécu trop longtemps ici pour perdre son temps à mentir aux gens ou à jouer avec leur esprit. Cet endroit te balance sans arrêt un tas de saloperies pour essayer de te briser psychologiquement. Il a vu des choses horribles et il est épuisé, c'est pourquoi il a besoin de ton aide. Il lui demande de constituer une équipe pour poursuivre l'inspection du sous-sol, tandis qu'un autre groupe reste à la cafétéria pour enquêter autant que possible sur l'homme au costume jaune. Après avoir mis tout le monde au travail, Void va voir Donna. En attendant dehors, il trouve un jouet pour enfants, montrant des images du monde extérieur qu'ils veulent retrouver. Il commence à faire défiler les diapositives et voit la ville de New York et les pyramides. Cependant, la diapositive suivante est une photo de son mariage avec sa femme. Cette découverte le laisse perplexe. Avant de douter de la réalité, il passe à la photo suivante et comprend que l'endroit tente encore de manipuler son esprit. Quelques minutes après, Christy vient prévenir que Donna est prête. Avant qu'il entre, elle lui demande, inquiète, comment vont les tremblements de sa main. Il répond qu'il gère la situation. Mais quand Christy lui demande s'il voit encore des choses inexistantes, Void lui ment en affirmant que ce problème est réglé et n'est plus jamais survenu. La première chose que Donna lui demande, c'est s'il a vraiment pensé que c'était une bonne idée de rassembler un groupe de personnes mentalement instables et effrayées pour leur parler d'enfants morts et de réincarnation. Void reconnaît s'être peut-être précipité, mais affirme faire de son mieux pour régler la situation. Elle lui demande aussi si elle doit s'inquiéter pour la porte du sous-sol. Il lui assure qu'ils l'ont correctement scellée et qu'une amulette sera ajoutée pour plus de sécurité. Donc tout est sous contrôle. Elle doit juste se reposer et reprendre des forces. Void lui demande alors de raconter ce qui s'est passé au lac et de donner des détails sur les totems magiques utilisés contre les poupées de chiffon. Lorsque Donna demande la raison, Void lui avoue qu'il prévoit d'utiliser un de ses totems contre l'un des monstres nocturnes, dans l'espoir qu'ils fonctionnent comme des armes efficaces, lorsqu'ils décideront enfin d'entrer dans les tunnels. Donna lui rappelle ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a tué l'une de ces créatures, lui demandant s'il est prêt à gérer une autre femme enceinte, ainsi que ce que les gens diront de lui pendant tout ce temps. Comme il s'apprête à se jeter dans la gueule du loup, Void est prêt à prendre ce risque. En bas, sur le porche, Acosta a rassemblé un groupe de personnes et commence à former son équipe de recherche. Ce qui attire l'attention, c'est que Sophia est là, attentive, écoutant chaque détail et offrant sa volonté de participer. Quelques instants plus tard, Void quitte la maison avec un totem à la main. Sophia ne peut s'empêcher de le fixer, troublée par la présence de ces objets. Dans la grange, Mary Ellen observe l'état de Roger quelques minutes. Lorsque Christy arrive pour lui demander ce qu'elle fait, elle répond que sa mère avait une très belle idée du paradis, mais elle reconnaît que cet endroit n'a rien à voir avec cela. Elle assure qu'elle ne compte pas finir comme ce malheureux. Par conséquent, quoi que Void prévoit pour récupérer ses os et les libérer de cette captivité, ils doivent l'aider à y parvenir. De retour au centre du village, Void explique son plan à son fils. C'est assez simple. Ils attendront que la nuit tombe et, selon Randall, ces créatures suivent des schémas et répètent les mêmes itinéraires à chaque visite. C'est pourquoi ils surprendront l'une d'elles et l'attaqueront en utilisant le totem. Si le plan fonctionne, le voyage ultérieur dans les tunnels sera beaucoup plus sûr. En cas d'échec, ils doivent avoir des itinéraires d'évasion tracés vers le commissariat ou les maisons voisines pour se réfugier rapidement. L'effet de surprise est crucial. Ces entités sont habituées à ce que les habitants se cachent derrière les volets en essayant de les ignorer. Aucune d'entre elles ne s'attend à être attaquée de plusieurs côtés en même temps, et ils n'auront qu'une seule chance de réussir. Non loin de là, Henry cherche Tabitha pour enfin lui parler, et finit par rentrer chez elle sans permission.
Sur la table, il découvre des dessins où il voit qu'Ethan considère Victor comme son frère. Cependant, quelques secondes plus tard, il a une vision étrange. Il se voit lui-même connecté à un moniteur, médecin, tandis que de fortes lumières lui éclairent le visage. Tabitha et Victor arrivent au cimetière de voitures. Victor lui montre le véhicule de l'homme en jaune, mais rien ne paraît anormal. C'est simplement une vieille voiture vide. Cependant, tout change lorsque Victor décide de vérifier la boîte à gants et trouve un petit sac en cuir rempli de dents humaines. Tout près de là, Tabitha parvient à apercevoir la voiture qui appartenait à Miranda. En s'en approchant, elle a une vision de son arrivée au village. À ce moment, Victor prévient qu'Ethan doit se préparer à ce qui arrive. La dernière fois que l'homme en jaune est venu, seul l'enfant a survécu. Et il insiste sur le fait qu'il est là maintenant pour le préparer. Mais ses paroles ne font que les effrayer. De retour au commissariat, Sophia se sert de son apparence innocente pour soutirer des informations à Boyd et découvre le plan pour la nuit. Attaquer l'un des monstres souriants, en utilisant le totem, et profiter des routes d'évasion vers le commissariat et la maison voisine. La scène suivante montre Sophia marchant seule vers le poulailler. Là, elle commence à inspecter minutieusement les nids, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin ce qu'elle cherchait. Après avoir reniflé des œufs, Sophia en vole un, le met dans sa poche, et revient comme si de rien n'était. Elle passe devant la cafétéria où Julie est assise seule, jusqu'à ce qu'Elgin arrive pour lui tenir compagnie, et lui demander si elle pense que l'histoire de sa mère est vraie. Julie répond que peu importe si elle y croit. Sa mère en est persuadée, et cela l'effraie, car chaque fois que quelqu'un découvre ce qui se passe ici, il meurt. Pour elle, cet endroit n'est qu'un fichu purgatoire où tout le monde doit souffrir pour que ces créatures soient heureuses, et elle a déjà eu sa dose de douleur. Elle se demande pourquoi il ne laisse pas sa famille en paix. Julie lui demande ce qui est arrivé à son œil, mais il répond qu'il ne peut pas le dire. Sa blessure fait partie d'une épreuve que tout le monde doit surmonter. Ici, on veut les voir échouer en leur lançant tant de mensonges qu'ils ne voient plus la vérité. Il comprend que c'est frustrant, mais la prévient qu'elle ne peut pas détester tout le monde, sans raison. Écarter ceux qu'il aime n'est pas la solution. C'est comme ça qu'il gagne. De retour avec Jade, elle a utilisé sa méthode pour faire une carte des tunnels, essayant de se rappeler tout ce qu'elle a vécu lors de son voyage astral, lorsque Henry apparaît pour continuer à boire cette liqueur qui l'aide à gérer ses problèmes. Jade lui demande s'il a déjà parlé de tout cela avec Tabitha, et il répond qu'il a essayé auparavant, mais qu'il n'a pas pu la trouver. À ce moment, il entend le bip du moniteur médical de sa vision précédente, et quelques secondes après, la lumière revient. D'abord, Jade croit qu'Henry est ivre, puis il a une vision. Il se réveille à l'hôpital et voit Victor adulte et sain d'esprit à ses côtés. Victor lui souhaite la bienvenue et lui demande de rester cette fois. Mais peu après, Henry revient à la réalité, Jade le soutenant pour éviter qu'il ne tombe de sa chaise. Quand Jade lui demande ce qu'il a vu, Henry, effrayé, s'enfuit. De retour avec Void, il demande à Sarah de rester près de sa porte cette nuit-là, au cas où il viendrait en courant, et elle lui demande juste de le laisser faire. C'est elle qui mérite de risquer sa vie pour faire quelque chose d'utile. Cependant, il lui répond qu'elle ne doit pas se punir constamment pour ce qu'elle a fait dans le passé. Ils auront aussi besoin d'elle s'ils vont finalement dans ces tunnels. C'est l'une des personnes les plus courageuses, et ce qu'ils feront cette nuit-là sera simple face aux défis à venir. À la fin de son parcours, Sophia arrive à la grange où repose le corps de Roger. Là, elle s'agenouille devant lui et murmure quelques mots dans une langue étrange au-dessus de l'œuf. Puis elle le casse contre sa poitrine, révélant que le jaune s'est transformé en sang. Ensuite, elle dit à Roger qu'il est temps de jouer. Une fois la nuit tombée, Void fait sa ronde quotidienne avec la cloche, avertissant tout le monde qu'ils doivent se mettre à l'abri. Nous pouvons voir Donna essayer de s'échapper de sa chambre pour monter la garde à la porte. Au cas où Void aurait besoin d'entrer, mais Fatima l'intercepte et insiste pour qu'elle se repose, la ramenant au lit. Donna lui demande comment elle va, ayant entendu parler de son projet au grenier. Et Fatima avoue que cela l'a beaucoup aidé. C'est son porte-bonheur, qui l'aide à se sentir plus distante du monstre qu'elle a mis au monde. À ce moment, Sophia s'est enfuie de chez Sarah et veut passer la nuit dans la maison coloniale, disant que ces créatures lui font très peur et qu'elle ne veut pas rester seule. Au commissariat, Void et son fils retrouvent Kenny. À partir de ce moment, ils doivent attendre 1 heure pour exécuter le plan. Pour l'instant, ils doivent simplement faire semblant que c'est une nuit normale, comme toutes les autres. Cependant, les jeunes ont réfléchi. Ils ne veulent pas que Void prenne de risques. Alors ils le supplient de les laisser s'en charger eux-mêmes. Void n'est plus un jeune homme, et la dernière fois qu'ils ont dû courir, son genou a flanché, le mettant en danger.
Il devrait leur permettre d'assumer la tâche. Mais Void n'est pas prêt à risquer la vie de quelqu'un d'autre, dans un plan qui était sa propre idée. Pendant que Void insiste pour le faire lui-même, les jeunes remarquent que sa main ne cesse de trembler. Il s'énerve et commence à crier contre sa propre main pour qu'elle s'arrête. Il réalise qu'il n'est pas au mieux, et que le village ne survivrait pas à sa perte. Ellis le supplie d'écouter et de penser aux conséquences de sa mort. Tout a été soigneusement planifié. Ils sont jeunes, forts et capables de le faire. Il n'est pas nécessaire qu'ils prennent un risque inutile. Une fois que ces créatures commencent à apparaître, Void les observe attentivement pour identifier la cible parfaite, tandis que Kenny se prépare pour la tâche la plus cruciale, poignarder l'un des monstres avec le totem. Le jeune homme ne pourrait pas être plus nerveux, mais il sait que s'il y a quelqu'un qui doit prendre le risque, c'est bien lui. Pendant qu'ils prennent l'initiative, nous voyons Sophia assise seule dans une pièce, murmurant des mots dans une langue inconnue pour ressusciter Roger, qui sera sa marionnette dans cette mission de sabotage du plan. L'incantation de Sophia fonctionne et Roger revient à la vie. Au début, il est terrifié et touche son visage avec désespoir, sentant les sutures et les boutons dans ses orbites. Il commence à crier d'angoisse, et dans sa frénésie, il arrache les coutures ainsi qu'une grande partie de sa mâchoire. Après un moment, Ellis parvient à localiser une cible idéale. Les autres sont loin, et la créature est seule, alors il est temps d'agir. Kenny demande quelques secondes pour se préparer mentalement, saisit fermement le totem et régule sa respiration. Ensuite, il fait signe à Void d'ouvrir la porte. Le jeune homme poignarde le glacier directement dans la poitrine, provoquant un cri d'agonie. En revenant au commissariat, il voit qu'une vieille femme bloque l'entrée. Elle l'observe avec un sourire, accompagnée par le reste des monstres qui émergent de l'obscurité, leur révélant qu'ils les attendaient. Kenny cherche une issue et voit un monstre devant chaque porte des maisons voisines. Quelques secondes plus tard, le marchand de glace se lève et dit qu'il plaisantait. Le coup de couteau ne lui a causé aucun mal. Kenny s'enfuit désespérément vers le bus, mais il est incapable de fermer la porte car le monstre souriant, le chef du groupe, passe sa main à travers l'ouverture au moment précis. À cet instant, Fatima semble faire la même vision que le monstre et voit Kenny en danger. Apparemment, sa connexion avec l'entité était réelle. Elle va assister à la scène où son supposé fils dévore un habitant. Kenny grimpe sur le toit du bus et constate qu'il est encerclé. Quelques instants plus tard, le monstre le suit tandis que Fatima observe clairement, à travers les yeux de la créature, ce qui est sur le point de se produire. Le monstre commence à lui décrire en détail comment il a tué son père, rappelant que ce dernier émettait des sons étranges pendant qu'il était dévoré, et il se demande avec curiosité si Kenny fera les mêmes bruits. Une seconde plus tard, le monstre révèle sa véritable nature, avec des griffes acérées et des crocs prêtes à déchirer la chair de Kenny. Cependant, à ce moment-là, Fatima crie « Non ». La transformation de la créature recule, donnant à Kenny l'occasion de courir et la faire tomber du toit du bus. Rapidement, Kenny rentre et ferme les deux portes, s'assurant que le talisman est bien en place, ce qui le garde complètement en sécurité. Roger est arrivé à la maison coloniale et a brisé les barrières de l'entrée. Les cloches d'alarme commencent à sonner, leur permettant de fermer la porte principale juste avant que les créatures n'entrent. Mais maintenant, ils doivent faire face à Roger, qui possède les mêmes crocs que les monstres, et qui est venu pour les dévorer. Avant que Roger attaque son ami, Elgin surgit avec le totem et le poignarde, puis Jean arrive avec son totem. À cet instant, on peut voir Sophia au 2e étage, souriant en se rendant compte que ce groupe de personnes sera plus difficile à tuer qu'elle ne l'avait imaginé. Néanmoins, cela ne fait qu'ajouter un niveau supplémentaire de plaisir à sa mission, clôturant le chapitre sur un échec de la part de Void. Mais espérons que tous les efforts qu'ils font ensemble leur permettront de découvrir qu'ils ont un loup déguisé en mouton dans leur troupeau.